8h45, le club de la presse européen, avant de se demander s'il y aura encore du gaz pour cuire la dinde à Noël pour cause de guerre en Ukraine. Vérifiez que vous avez bien fait le plein de la voiture pour cette semaine. Une station sur 3 à sec d'au moins un carburant, nous disait Emmanuel Ducrot il y a à l'instant. 1 sur 2 en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Voilà que la CGT invente la pénurie par surprise. Bon, par surprise, ça fait 2 semaines, l'air de rien, qu'elle a commencé cette grève, mais médiatiquement, elle est née en toute fin de semaine. Vous voyez, grève dans les raffineries du pays. Alors, c'est simple, des raffineries, vous en avez 6, ça va relativement vite, 4 total, 2 ExxonMobil. Grève pour les salaires qui provoquent des ruptures d'approvisionnement. Mais ils sont où, les ministres, pour débloquer les blocages? Voilà ce que se disent les gens, ce qu'on entendait ce week-end un petit peu dans les files d'attente. Or, le message gouvernemental, voilà, c'est de dire non, c'est pas une pénurie, c'est un conflit privé, cette histoire. C'est interne à Total. Bonjour Carole Barjon. Bonjour Dimitri. De l'Obs, bienvenue sur Europe 1. Charlotte Dornelas nous a rejoint aussi de Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Emmanuel Ducrot est resté avec nous. C'est un peu la panique à tous les étages d'ailleurs sur la question énergétique, dans la rue, la station-service, mais aussi au Conseil européen. Je vous raconterai ce qui s'est dit à Prague jeudi dernier, de même à Washington aussi. Un gros coup de gueule de Joe Biden suite aux annonces de l'OPEP+, nous disant qu'ils allaient réduire leur production de 2 millions de barils par jour. Alors que nous dit cette grève et cette pénurie qui n'en est pas une, Carole Barjon, de notre situation énergétique actuellement là? D'abord que on sait que l'essence est un sujet explosif par définition, au sens propre et au figuré. On se souvient que la crise des Gilets jaunes avait démarré par une taxe sur l'essence. Donc c'est vrai qu'on peut trouver assez étonnant. Cette grève a démarré quand même fin septembre et dans les raffineries et les effets ont commencé à se faire sentir en fait en début de semaine dernière. Vous disiez que c'est apparu médiatiquement en fin de semaine, en milieu de semaine dernière. Mercredi, jeudi, et moi je suis un peu un peu étonné, le mot est faible, par l'absence d'anticipation du gouvernement quand on sait ce genre de sujet, de grève et de blocage de l'essence et de pénurie du coup pour les consommateurs, même si c'est une pénurie temporaire. Mais quand on sait ce que ça peut provoquer. Et puis quand on voit la qualité de la grève, je veux dire par là un taux de grévistes de jusqu'à 80% sur certains sites, c'est vous dire la détermination des grévistes depuis 3 semaines pour obtenir 10% d'augmentation. D'augmentation de salaire. On est sur un mouvement dur. Oui, on est sur un mouvement dur. Alors pour tout un tas de raisons aussi. La question des salaires, on le sait, dans la campagne présidentielle, tout le monde convenait, à droite ou à gauche d'ailleurs, qu'il y avait un problème de salaire en France et qu'il fallait les augmenter. Bon, donc la CGT joue évidemment là-dessus. Elle joue évidemment sur le fait que c'est Total dont elle estime qu'il doit payer une taxe sur les super profits. Et d'ailleurs, dans leur revendication, qui est de 10% d'augmentation, il y a 7% pour l'inflation et 3% au titre, des super profits qu'a fait Total. Bon, mais tout ça, le gouvernement le savait. Bon, et on sait la panique que ça peut provoquer. Enfin, dès qu'on sait qu'il y a un problème de raffinerie bloquée, on sait parfaitement ce que ça provoque, on sait parfaitement que les consommateurs vont anticiper et que ça va augmenter probablement la pénurie. Donc, la réaction tardive m'étonne beaucoup. Comment vous regardez ça, Charlotte Dornelas? Vous dites il y a une faute politique du gouvernement à ne pas avoir anticipé une situation, certes qui est un conflit privé, ou bien c'est la raideur de la direction de Total finalement qui génère ces pénuries à la pompe? Et la raideur des grévistes aussi, peut-être. Non, mais c'est la raideur de tout le monde dans cette histoire. Et l'attentisme. En fait, le gouvernement, je ne vais pas leur reprocher Jean-Luc Bourlange disait c'est un drame français typique, en fait. Qui se... justement, à force d'être un drame français typique, on pourrait peut-être l'anticiper un peu mieux. Parce que c'est surtout ça, en fait, la question. Parce que c'est vrai, on connaît l'histoire par cœur. Sauf qu'en l'occurrence, s'il n'y a pas de pénurie réelle, il y a bien une pénurie, individuelle, on va dire, de tous ces gens qui ont passé le week-end à faire la queue pendant des heures simplement pour aller travailler. Il y a un sujet de pénurie de manière qui est installé dans le débat public. Les gens savent que mais c'est surtout dans la communication du gouvernement, avant de se poser la question de l'anticipation de ce manque d'essence à la pompe réel, il y a quand même cette question de la communication. C'est-à-dire que à partir du moment où vous prononcez vous-même le mot pénurie pour expliquer qu'il n'y en aura pas, c'est ce que disait Emmanuel à l'instant.
l'instant, mais c'est parfaitement vrai. Vous créez l'idée que, évidemment, potentiellement, il y en a une. Après, vous avez Agnès Pannier-Runacher qui vient vous voir et qui, non contente de ne pas avoir parlé plus tôt, explique qu'en gros, tout ça est un peu de la faute des gens qui se sont rués sur la pompe à essence. Alors, excusez les gens, mais elle a le Covid, elle est confinée. Hein, ça décharge Agnès Pannier-Runacher. Mais simplement, peut-être aussi que les Français qui ont besoin de cette essence pour aller travailler sont un peu échaudés aussi des communications du gouvernement qui vous expliquent qu'il n'y aura pas de problème, il y a systématiquement un problème 2 jours après. Donc à partir du moment où vous prononcez le mot, vous créez la réalité et qui de fait maintenant existe. Il y a peut-être plusieurs étages aussi dans ce sujet-là, parce que moi je vois aussi un vrai dilemme de la part du gouvernement et même pour le groupe Total et pour toutes les entreprises, c'est que pour régler la pénurie rapidement, c'est simple, céder à la CGT, augmenter les salaires. Oui, mais voilà, il y a ce risque que ça fasse jurisprudence d'une certaine manière et qu'un petit peu partout, on le sait, il y a des grèves partout dans le pays pour les salaires. Hein. Eh bien, on arrive à cette fameuse boucle prix-salaire que le gouvernement pensait avoir contenue en aidant le pouvoir d'achat des Français. Mais il y a quelque chose d'assez fascinant de voir que ça se passe chez Total, quand même. Total, qui est une des entreprises de France qui rémunère le mieux ses salariés. Les salaires des raffineries sont vraiment de très très bons salaires. Hein. Le salaire minimal d'une raffinerie, il est 10% supérieur au SMIC. Pour l'emploi le moins qualifié, c'est un secteur où il y a beaucoup de primes. Donc, c'est vraiment pas le prolétariat maltraité, hein, le personnel des raffineries. Et puis, il y a quand même vraiment, pour moi, une affaire de mauvaise foi dans cette affaire, parce que le PDG de Total, depuis mai, ne fait aucun mystère du fait que l'entreprise fait une excellente année, et il a dit aux salariés, on ne vous oubliera pas, on va partager les fruits de l'abondance avec vous. Il leur a dit. Donc, je m'interroge sur le fait qu'on n'a même pas commencé les négociations, qui ont déjà été avancées, elles devaient avoir lieu en janvier, on les avait promis aux salariés en novembre, donc ils les veulent maintenant avec 2 semaines d'avance. Elles n'ont pas commencé, tout le monde crie avant d'avoir mal, et je me demande quelle est la dose de bonne foi de la CGT entre on veut vraiment des meilleurs salaires et on veut bordéliser la société. Mais non, mais il y a surtout aussi une marche organisée par la NUPES, je crois, ou France Insoumise, dimanche prochain pour les salaires, pour l'augmentation générale des salaires. Donc là, la CGT, elle joue évidemment un jeu aussi très politique et elle veut, s'affirmer comme le meilleur défenseur des salariés face à la CFDT. La CFDT d'ailleurs, qui a donné un très léger coup de pouce au gouvernement dans cette affaire, en faisant remarquer qu'on ne faisait pas de grève préventive avant que les négociations salariales aient commencé avec l'entreprise en question, enfin quelle que soit l'entreprise du reste. Or là, c'est exactement ce que la CGT fait. C'est une grève préventive. Ouais. Il faut réquisitionner. Vous pensez que ça fait partie des options qui sont sur la table? Parce qu'on voit l'immense prudence du gouvernement dans tout un tas d'autres sujets. Tout à l'heure, Jean-Louis Bourlange parlait d'une société française fragile, qu'il ne fallait pas brutaliser, etc. La réquisition, c'est quand même... c'est une mesure quand même un peu de grande fermeté, Charlotte Dornelas. Bah oui, mais... En fait, c'est surtout ce que vous disiez sur ce que les Français attendent. On le voit dans les sondages, ils disent plus d'autorité, les Français. Non, mais bien sûr, parce qu'il faut répondre simplement. Quand on observe ce qui se passe depuis quelques jours, on a quand même du mal à comprendre la cohérence de tous les acteurs de la situation. C'est-à-dire que oui, le patron de Total dit depuis des mois, ça va retomber sur les salariés, on va partager. D'un autre côté, il faut 20 jours de grève pour qu'ils finissent par dire ok, on va faire les négociations plus tôt. Mais je sais pas. Il peut y avoir aussi une volonté d'avancer la négociation préventive. Et d'un autre côté, j'entends bien que répondre à cette pression des grévistes, c'est aussi créer une jurisprudence qui, existe déjà dans ce pays, puisqu'à chaque fois qu'on fait la grève, au bout de 2 jours, à chaque fois qu'il y a une grève, au bout de 2 jours, c'est la panique et on ne sait plus comment répondre à cette question de la grève. Donc, il y a un moment, il faudrait se tenir. Soit on revoit la question de la grève dans certains secteurs et en effet, la réquisition est prononcée, mais dans ces cas-là, il faut changer d'état d'esprit, parce que j'entends beaucoup de gens nous expliquer hier, attendez, c'est le droit du travail, c'est comme ça, et d'un autre côté taper sur la pauvre personne qui va à la pompe et qui prend de l'essence. Alors là, c'est open bar, bon, c'est un peu pénible. Honnêtement, la réquisition, ça apparaît comme tout à fait impossible en ce moment, dans la mesure, même si Olivier Véran a effleuré cette idée hier, tout en disant qu'il ne voudrait pas en arriver là, mais d'abord, les conséquences seraient peut-être
encore pire que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et d'autre part, il faut un pouvoir fort pour faire ça. Or, le pouvoir actuellement est faible. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que quand le gouvernement réagit en disant « mais en fait c'est un conflit privé, cette histoire de grève chez Total », c'est exactement ce qu'ont dit les 27 au sommet de Prague, qui les réunissait en Conseil européen ce vendredi, à propos des prix délirants qu'on peut observer sur les marchés du gaz et du pétrole. Ben oui, mais non, le marché du gaz, du pétrole, c'est un marché privé. Et donc il y a un jeu du marché. Est-ce que les États doivent bloquer les prix à un certain niveau au risque de provoquer des pénuries? Parce qu'à ce moment-là, le vendeur risque d'aller vendre ailleurs, tout simplement. C'est assez frappant de voir ce parallélisme. Et j'ajouterais que la vraie crise énergétique, elle est plutôt sur les marchés du gaz et du pétrole que dans notre station-service ponctuellement, là, Emmanuel Ducrot. Mais on est en train de vivre un moment incroyable où on se rend compte qu'il y a des besoins primaires de l'être humain, ceux qui dépendent de l'énergie, ceux qui dépendent de la nourriture, et pour lesquels les mécanismes doivent être différents. Et c'est assez terrible de s'en rendre compte, mais alors moi, j'ai pas de solution. Je sais que cette histoire de bloquer les prix de l'énergie, elle est discutée. Vraiment, j'arrive pas à me faire une... Je suis désolée. Il y a une acrimonie des Européens à l'égard des États-Unis et de la Norvège. Oui. Alors, juste pour donner, c'est dans les Échos ce matin, la Norvège, elle a gagné 66 milliards d'euros avec son gaz l'an dernier. Elle va en gagner 192 cette année, x3. Pas mal, hein? Mais parce que c'est justement, c'est un marché mondial, l'énergie, et on se retrouve aussi prisonnier de notre propre logique, parce que si nos prix de l'électricité montent, c'est aussi parce qu'on a un marché de l'énergie qui n'est pas corrélé à la réalité du coût de la production. Ouais. Tiens, une petite remarque aussi, vous avez vu, l'OPEP a annoncé réduire sa production de pétrole de 2 millions de barils par jour au 1er novembre. Pas de bol, c'est pile le jour où la ristourne gouvernementale, elle passe de 30 à 10 centimes. Quelle bonne idée. On se prépare un mois de novembre, je vous dis, extrêmement sympa. Alors peut-être pas au niveau de la disponibilité du carburant, mais en tout cas sur son prix. On est peut-être parti sur à nouveau du litre à plus de 2 euros. Mais peut-être que justement les consommateurs avaient raison d'aller faire des achats de précaution. Ça tombe mal au moment de la grève de Total, mais on peut les comprendre. C'est vrai, vous avez raison. Bon, merci à toutes les trois carburants. Oh, je vous avais promis de parler de Bruno Latour, Carole Barjon. On s'en reparlera une autre fois. Oui, qui est un philosophe un peu inclassable, touche à tout. Il y avait des choses à dire sur celui qui nous parle du nouveau régime climatique. Il y a de très bons papiers dans l'Obs sur lui cette semaine, qu'on republie à l'occasion de son décès. Vous ne connaissez pas Bruno Latour, faites connaissance, c'est l'un des philosophes français les plus influents dans le monde aujourd'hui et l'un des plus lus. On en reparlera, promis, Carole. Merci, 8h57.